Il existe des silences qui n'apportent pas la paix, mais l'absence. Et dans les tranchées de la Grande Guerre, ce type de silence coupait plus profond que n'importe quel éclat d'obus. Pour Henri, jeune homme de 21 ans, le vide entre les réponses de son frère résonnait plus fort que le grondement des canons. Henri Dupont avait le visage fin, les yeux bruns, voilés, et un corps mince, toujours un peu mal à l'aise sous le poids de l'uniforme. Né à Nancy, le Benjamin de la famille Dupont avait grandi dans une maison où l'odeur du pain chaud se mêlait à celle de l'encre d'imprimerie. Depuis tout petit, il portait en lui la sensibilité de ceux qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Il n'était pas lâche, simplement prudent. Même au cœur de la guerre, il rêvait encore de redevenir un simple étudiant en lettres. Paul, son frère, aîné de 3 ans, était tout l'opposé. Plus robuste, plus sûr de lui, avec ce sourire large qui fendait les journées grises comme si rien ne pouvait l'atteindre. Parti au front dans les premières semaines de guerre, Paul avait cette bravoure inépuisable qu'Henri avait toujours envie en silence. Il s'était promis d'écrire. Un pacte simple, mais vital. Leurs mots seraient leur refuge. Pendant les 2 premiers mois, Henri tint sa promesse. Des récits quotidiens, de blagues maladroites, de souvenirs d'enfance et de questions qui ne recevaient jamais de réponse. Il écrivait avec une plume fendue, sous les barches humides du camp, les doigts souillés de terre et de poudre. Il terminait toujours par la même phrase. « Reviens vite, maman compte les jours, moi aussi ». L'absence de réponse sembla d'abord normale. La censure militaire était sévère, et les lettres souvent perdues dans les méandres du courrier de guerre. Mais à mesure que le temps s'étirait, le silence de Paul cessait d'être un simple retard, il devenait un présage. Pourtant, Henri continuait. Chaque semaine, une nouvelle lettre. Chaque semaine, l'espoir naïf qu'elle recevrait enfin une réponse. Le camp d'Henri, enfoncé dans les forêts boueuses d'Argonne, puait la pourriture et le bœuf en conserve. Les bottes s'enfonçaient dans un sol qui ne séchait jamais, même quand le ciel s'ouvrait. L'humidité collait à la peau comme une seconde couche de vêtements. Le froid n'était pas une température, c'était une présence constante, invisible et cruelle, posée sur les épaules des hommes. Henri partageait sa tranchée avec 5 autres soldats, tous marqués à différents degrés. Jacques, ancien forgeron de Lyon, avait la main gauche qui tremblait depuis la dernière explosion. René, le plus jeune, ne parlait plus depuis qu'il avait vu son frère se faire dévorer par les rats. Charles, le cuisinier, riait d'un rire rauque et nerveux, toujours au mauvais moment. Il riait quand on pleurait quand on essayait de rire. Et puis il y avait Émile, un paysan rude et pragmatique, qui ne croyait plus en Dieu ni en la victoire. Pour eux, Henri était le garçon aux lettres, le seul qui écrivait encore, le seul qui attendait encore quelqu'un. Parfois, on le voyait griffonner à la faible lueur d'une lampe bricolée, et on murmurait que c'était une perte de temps. Mais personne ne l'en empêchait, parce qu'au fond, chacun enviait cette illusion. Un après-midi gris, alors qu'il rangeait ses chaussettes sales et ses lettres passées, Henri fut convoqué au poste de commandement. Un major à la voix lasse, récitant les morts comme une liste de courses, lui remit un papier plié au tampon officiel. Dessus figurait le nom de Paul Dupont, mort au combat, septembre 1914, touché par une rafale de mitrailleuses dans le secteur d'Ypres. Aucun corps retrouvé. Henri ne pleura pas, il ne cria pas, il ne tomba pas. Il resta sûrement là, figé, le vent lui glaçant les joues. Il retourna dans la tranchée, s'assit en silence, et cette nuit-là, comme toutes les autres, il écrivit une lettre. Mais cette fois, il savait, ce n'était plus pour Paul, c'était pour lui. Parce que s'il arrêtait d'écrire, ce qui restait de sa mémoire, de son frère, de lui, disparaîtrait à jamais. Depuis la mort de Paul, Henri écrivait tous les jours, non par habitude, mais par nécessité. Comme si le fait d'écrire était le dernier fil qui le retenait à ce qui restait d'humain en lui. Les lettres n'étaient plus des récits, elles étaient devenues des confessions, des mots lancés vers une tombe sans corps, jetés dans l'abîme d'une guerre qui avalait tout. Il n'attendait plus de réponse, mais il l'écrivait comme on saigne lentement. La boue dans la tranchée montait jusqu'aux chevilles,
mêlant urine, sang séché et pourriture de cadavres oubliés. L'odeur était celle de la viande gâtée et Henri ne cherchait même plus à distinguer les visages de ceux que l'on emportait pendant la nuit. La guerre ne laissait pas le temps de faire son deuil. La mort n'annonçait rien, elle s'ajoutait simplement. Le froid lui mordait les articulations avec fureur. Ses mains fendues tenaient la plume avec peine, et ses doigts lui faisaient mal à chaque lettre. Autour de lui, les hommes semblaient être des fantômes en décomposition. Plus personne ne souriait. Même dans les rêves, même les murmures étaient devenus rares. L'espoir était un luxe que personne ne pouvait plus se permettre. Henri écrivait au dos d'étiquettes de boîtes de conserve, sur les marges de rapports usés ou sur les pages arrachées d'un vieux livre de Voltaire qu'il gardait dans sa poche. Le contenu des lettres était un reflet de ce qui subsistait en lui, des souvenirs épars, des phrases cassées, des excuses qu'on n'entendrait jamais. Il racontait sa peur, la nuit, et comment le bruit des tirs ne faisait pas aussi mal que le bruit du vide. Il racontait avoir vu un soldat enterré vivant, qu'un rat lui avait mordu le visage en plein sommeil, que le goût du café n'était plus qu'un souvenir inventé, et que parfois, quand le vent soufflait d'une certaine façon, il jurait entendre la voix de Paul l'appeler. Ces lettres ne furent jamais envoyées. Henri les pliait avec soin et les gardait dans une boîte en bois trouvée dans la forêt. C'était son reliquaire, son confessionnal, la preuve qu'il restait encore quelque chose derrière l'uniforme boueux. Une nuit, Charles, le cuisinier, s'approcha de lui, les yeux creusés, les doigts tremblants. Il s'assit à ses côtés sans un mot. Ils restèrent silencieux un long moment, écoutant les gouttes tombées et l'artillerie au loin qui semblait ne jamais s'arrêter. Puis sans le regarder, Charles murmura qu'il écrivait autrefois à sa fille, mais qu'il avait cessé, en réalisant qu'elle ne le reconnaîtrait plus. Henri, d'une voix basse, lui répondit qu'il continuait à écrire par peur d'oublier qui il avait été. Cette nuit-là, Charles lui tendit une feuille de papier propre, comme pour lui dire sans le dire que cela comptait encore. Dans les semaines suivantes, Henri se mit à lire certaines de ses lettres à voix basse, quand les autres dormaient. Personne ne l'en empêchait. Certains faisaient semblant de ne pas entendre. D'autres fermaient simplement les yeux plus fort, comme si ces mots servaient d'anesthésie. Il y avait quelque chose de sacré dans ce rituel. Écrire, lire, garder. C'était comme si Henri tentait de garder Paul vivant à travers chaque syllabe, même si son propre esprit s'effaçait un peu plus à chaque ligne. Et même quand son corps le faisait souffrir, quand la fièvre lui embrouillait la vue, quand ses dents claquaient de froid, il écrivait. Car pour lui, le papier était devenu plus fiable que n'importe quel homme. Et ces mots, même s'ils n'étaient jamais lus, étaient la seule chose qui l'empêchait de sombrer complètement dans la folie. La guerre a le pouvoir d'effacer les noms, de transformer les hommes en chiffres. Mais dans cette tranchée oubliée, entre les arbres calcinés et la terre noyée, Henri refusait d'oublier les visages qui l'entouraient. Ils étaient ceux qui ne dormaient plus. René, à peine 18 ans, avait de grands yeux bleus trop lourds de tristesse. Il passait ses nuits en silence, serrant contre lui un mouchoir sale ayant appartenu à son frère. Depuis qu'il l'avait vu mourir, étouffé par le gaz, il n'avait plus prononcé un mot, mais ses yeux parlaient et hurlaient. Jacques le forgeron avait des mains si épaisses qu'il peinait à écrire, mais il gardait dans sa poche une photo défraîchie de sa femme et de leurs 3 enfants. Chaque soir, il murmurait leurs prénoms comme une prière. Sa main gauche tremblait sans cesse, mais il continuait à nettoyer sa baïonnette avec une rigueur quasi religieuse, comme si cela pouvait le protéger de la prochaine explosion. Émile, la trentaine passée, l'âme déjà vieillie, était devenu la figure austère de la tranchée. Il n'avait plus foi, ni espoir, ni patience. Mais il veillait sur les autres avec un pragmatisme dur. Il donnait des ordres, maintenait la discipline, partageait ses cigarettes avec ceux que la peur figeait. Il était dur, mais jamais cruel. Charles, le cuisinier, semblait vieillir à vue d'œil. Ses cernes profonds et sa peau creusée trahissaient des nuits sans sommeil et la pensée constante de la fille qu'il avait laissée à Marseille. Son rire nerveux s'était tu. Désormais, il écoutait Henri lire ses lettres, les yeux perdus dans le vide, comme on écoute une prière dans une langue oubliée. Ensemble,
Ils formaient un petit monde suspendu, un lien silencieux forgé dans le trauma. Henri n'écrivait plus seulement à Paul, il écrivait pour eux tous. Chaque page était une tentative de préserver ce que la guerre tentait d'effacer. Des sentiments, des prénoms, des voix, une humanité. Parfois, il décrivait le bruit du vent entre les troncs fendus. D'autres fois, il racontait des rêves que plus personne n'osait avoir. Un champ de blé, un pain encore chaud, le parfum de lavande venant de la fenêtre de sa mère. Une nuit particulièrement glaciale, alors que la pluie tombait en lames froides, les hommes furent réveillés par un coup sourd. Un obus avait frappé le secteur voisin. Henri, retenant sa respiration, vit l'éclair illuminer la nuit comme une aube artificielle. Les cris suivirent, venus des entrailles même de la terre. Sans réfléchir, il courut. Il sauta par-dessus des corps couverts de boue et de sang. Il cherchait des survivants, mais il fuyait aussi la sensation d'irréalité. Il trouva un jeune homme, les jambes broyées, murmurant le nom de sa mère. Il tenta de le soulever, mais ses forces ne suffisaient pas. Jacques et Émile vinrent l'aider, et ensemble, ils le ramenèrent, sans savoir s'ils le sauvaient ou s'ils repoussaient juste l'inévitable. Cette nuit-là, Henri n'écrivit pas. Il s'assit, le corps taché de sang qui n'était pas le sien, et fixa la page blanche. Pour la première fois, la peur fut plus forte que l'encre. Paul aurait su quoi dire, pensa-t-il. Il aurait raconté une blague ou une histoire d'enfance pour chasser l'horreur. Henri, lui, se contenta de fixer la feuille et de murmurer, presque sans voix, qu'il avait besoin de quelqu'un de plus fort que lui. Le lendemain matin, il écrivit simplement « Je suis encore là, mais je ne sais pas pour combien de temps ». Puis il plia la feuille et la glissa dans la boîte, parmi de dizaines d'autres lettres, formant déjà une sépulture de papier. Les lettres devenaient plus courtes, plus brutes. Henri ne cherchait plus de métaphores, ni à masquer sa douleur sous des espoirs inventés. Les mots lui venaient comme des spasmes, durs, cassés, sans filtre. La boîte où il rangeait ses lettres était pleine. Il se mit à les cacher sous son matelas de paille détrempé, comme si l'écriture était devenue trop intime, même pour la lueur pâle de la tranchée. Il parlait désormais à Paul dans sa tête, pas seulement quand il écrivait, mais à tout instant. En remplissant sa gourde, en nettoyant son fusil, en regardant un homme crier sans qu'on puisse le sauver. Paul vivait désormais en lui. Pendant les rares moments de répit, Henri se souvenait de son frère avec une précision douloureuse. Il revoyait son rire quand il jouait à se battre avec des épées en bois, l'odeur de tabac dans le manteau du père que Paul avait hérité, la façon dont il fronçait les sourcils avant de dire quelque chose d'important. Une nuit, Henri eut de la fièvre, il délira. Il affirma avoir vu Paul au bord de la tranchée, trempé de pluie, l'uniforme en lambeaux, les yeux sombres comme la boue. Il avait tendu la main, mais son frère n'avait pas bougé. Il avait simplement murmuré, ou peut-être Henri l'avait-il rêvé, qu'il était temps d'arrêter d'écrire. Le matin suivant, il se réveilla alors que Charles le couvrait d'une couverture de fortune. Il lui dit qu'il avait dormi les yeux ouverts, murmurant des noms et des mots sans queue ni tête. Henri ne répondit pas. Il prit simplement sa plume, écrivit 2 lignes et se rendormit. « Tu es encore là, Paul ? Parfois, j'ai l'impression que c'est moi qui suis mort. » Peu à peu, Henri se détacha des vivants. Il passait plus de temps seul, à écrire dans le noir. Les coups de feu ne le faisaient plus sursauter, les cris non plus. Quand Jacques mourut, frappé en plein torse par un éclat d'obus, Henri ne pleura pas. Il arracha une page de son carnet et écrivit une lettre au nom de Jacques, destinée à sa femme, sans même connaître son adresse. Il la plia et la rangea, comme si le geste seul suffisait. René disparut une nuit. Certains dirent qu'il s'était noyé dans la boue, d'autres qu'il s'était jeté dans le vide. Émile retrouva son mouchoir accroché à une branche. Henri ne voulut rien savoir de plus. L'escouade des éveillés s'éteignait, un par un. Un soir, Émile s'assit à côté de lui et lui tendit la moitié d'une cigarette. Henri refusa. Ses doigts étaient tachés d'encre, ses ongles noirs de terre séchée. Le vieux soldat l'observa un moment, puis dit que s'il continuait à s'enterrer dans les mots, il finirait par oublier qu'il était vivant. Henri, d'une voix rauque et éteinte, répondit « Peut-être que c'était déjà fait ».
Cette semaine-là, il n'y eut ni ravitaillement ni eau claire. Les vêtements étaient trempés depuis des jours et l'odeur de la gangrène s'insinuait dans les peaux. Charles crachait du sang, Émile avait de la fièvre. Henri, lui, semblait de plus en plus léger, comme si son corps s'effaçait et que seules les lettres restaient. Il se mit à recopier des fragments de lettres anciennes. Parfois, il mélangeait les phrases, d'autres fois, il inventait des conversations avec Paul qui n'avaient jamais existé. Il construisit un petit hôtel dans la boîte. Un bouton de l'uniforme de son frère, une photo d'eux avec leur mère et une poignée de terre sèche d'avant la guerre. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il restait de lui était là, entre souvenirs brisés et pages tremblantes de douleur. Et malgré tout, Henri continuait d'écrire. Parce qu'écrire, c'était résister. Parce que c'était la seule façon de garder Paul vivant. Et peut-être, juste peut-être, de ne pas se perdre lui-même. Le sol de la tranchée était plus froid, ce matin-là. Le givre couvrait les planches comme une peau morte, et l'air semblait peser dans les poumons comme du plomb. Henri se réveilla avec un bourdonnement sourd dans les oreilles, et cette étrange sensation que quelque chose allait se terminer. Pas une attaque, quelque chose de plus intime, une faim qui venait de l'intérieur. Charles était mort pendant la nuit. Personne ne l'avait remarqué. Quand Émile l'appela pour partager un bout de pain, il le trouva recroquevillé, les yeux encore ouverts, comme s'il attendait une réponse qui ne viendrait jamais. Henri ne fut pas surpris. Il s'approcha en silence, posa la main sur son épaule et arracha une page de son carnet. Il écrivit « Elle te reconnaîtrait encore, malgré tout ». Il plia la feuille, la glissa entre les doigts gelés du cuisinier et le recouvrit de son manteau. Les bombardements reprirent en fin d'après-midi. Des cris, des ordres, des pas précipités. Le ciel s'assombrissait et la terre tremblait comme si l'enfer tentait de remonter. Les hommes couraient vers leur poste, chacun avec sa peur avalée comme une pierre. Henri, lui, tarda à se lever. Avant de mettre son uniforme, il ouvrit sa boîte une dernière fois. Il caressa les lettres, désormais humides, comme on touche des objets sacrés. Il choisit une feuille blanche et, les mains tremblantes, écrivit sa dernière lettre. Paul, aujourd'hui. C'est le jour. Je le sens. Je ne sais pas si je reviendrai, alors j'écris, lentement, avec soin. Peut-être est-ce la dernière chose que je signerai de mon nom. Je ne veux pas mourir en haïssant tout, je ne veux pas que la guerre me prenne aussi de l'intérieur. Alors je t'écris, pour me souvenir de nous, ce jour-là, dans le champ, quand tu m'as appris à nager. Tu riais quand je buvais la tasse, et tu disais qu'un jour, je nagerais comme les poissons. Eh bien, aujourd'hui, je vais nager dans les balles, et peut-être que je coulerai. Mais je n'aurai pas peur parce que je t'entends encore, parce que je me souviens encore. Henri replia la lettre, la plaça dans la boîte et l'enterra près d'une racine, marquant l'endroit avec une pierre lisse. Quand Émile vint le chercher, il hocha simplement la tête, mit son casque et le suivit. Pendant l'attaque, Henri courut comme les autres. Il tira, tomba 2 fois, se releva. Un éclat lui déchira le bras, mais il continua. Dans ses yeux brillait quelque chose d'étrange, un mélange de sérénité et d'adieu. Arrivé en haut du parapet, il vit René, figé par la peur, incapable de bouger. Henri courut vers lui, le repoussa en arrière, et à cet instant précis, il fut touché en pleine poitrine. L'impact le projeta au sol. Le ciel tourna. La douleur le traversa en vagues, puis s'éteignit. Henri ne cria pas. Il fixa le ciel gris et ferma doucement les yeux. Le lendemain, quand les corps furent rassemblés, Émile trouva Henri la main posée sur le torse. Dans sa poche, une seule phrase, griffonnée à la main. « Si je meurs, enterrez-moi près des mots, là où mon frère vit encore. » Sans comprendre pleinement, Émile suivit les traces d'Henri jusqu'à une racine couverte de terre. Il creusa avec les mains jusqu'à trouver la boîte. À l'intérieur, des dizaines de lettres, certaines tachées de sang, d'autres à peine lisibles. Il s'assit là, en silence, et lut. Et pour la première fois depuis des mois, Émile pleura. Certaines glaires ne s'arrêtent pas avec des traités. Certaines continuent à l'intérieur de ceux qui sont revenus et de ceux qui n'ont jamais pu revenir. Les lettres d'Henri ne sont jamais arrivées à destination, mais elles n'ont pas été écrites en vain.
Elles furent le dernier geste d'un homme qui refusait d'oublier qui il était. Et peut-être qu'en lisant ces mots aujourd'hui, quelqu'un comprendra que même dans la boue et le sang des tranchées, l'amour a survécu. Et que certains noms, la guerre ne pourra jamais les effacer.